Donc aujourd'hui, nous allons parler de la place de la pyrogasification dans la transition énergétique, dans ce 7e webinaire de la série thématique pyrogasification qui a été lancée en avril dernier. Donc pour ceux qui ont déjà participé aux anciens webinaires, vous avez un petit recul sur les différentes voies de valorisation avec la filière pyrogasification. Donc aujourd'hui, on va avoir une vue d'ensemble. Je remercie mes intervenants ici présents avec nous qui vont présenter dans un moment leurs différentes présentations. Juste quelques petits rappels concernant ce webinaire. Donc, ce webinaire est enregistré et la vidéo sera disponible sur le site AT2E. Donc, vous avez le volet questions pour échanger, pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois que ma collègue vient de vous envoyer un petit message d'accueil dans ce volet. Vous avez également les supports de ce webinaire qui seront également disponibles sur le site de la T2E, ainsi que les présentations des différents webinaires qui se sont écoulés. Donc, les différents intervenants sont parmi nous. Donc, je remercie Anthony Gabriel, directeur général d'S3D, Adrien Haller, président directeur général de Sherwood Energy, également Saïd Keloufi, directeur de projet pyrogasification au sein de GRT Gaz. Nous avons également présent avec nous le président du club pyrogasification, Philippe Hugeran, qui a un petit souci, je pense qu'il va se connecter dans un moment, et moi-même, délégué général du club pyrogasification au sein de la T2E. Avant de donner la parole à Anthony, juste quelques mots par rapport au club, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, le club pyrogasification est une entité de l'association technique énergie et environnement. Il a été fondé en 2014. À l'époque, il ne faisait pas partie de la T2E et a rejoint la T2E en 2019. Donc, le club est une plateforme d'échange et d'échanges collaboratifs avec différents adhérents. Vous pouvez voir, comme vous pouvez voir sur ce petit support-là, donc nous regroupons à la fois des énergéticiens, des développeurs de technologies et de projets, des bureaux d'études, des gestionnaires de déchets, des laboratoires et centres techniques, ainsi que des acteurs des territoires et d'autres organisations. Donc nous avons parmi nous aujourd'hui plus de 85 adhérents. Et les travaux principalement réalisés au sein du club sont beaucoup plus des actions vers les pouvoirs publics pour faire apparaître l'intérêt et la dynamique de cette filière. Également, nous travaillons sur tout ce qui est veille réglementaire et veille technique de la filière pyrogazéification. Donc, sans tarder, je passe la parole à Anthony. Donc, je pense, Anthony, tu peux prendre la main. Alors, donc bonjour à toutes et à tous. Donc du coup, la T2E m'a demandé effectivement de vous présenter un petit panorama de la filière. Donc voilà, c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Avant cela, effectivement, petit rappel sur la société S3D Ingénierie, donc société que je dirige. Donc rapidement, hein, sur 2 slides. Donc S3D Ingénierie, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est un bureau d'études spécialisé dans la valorisation énergétique des déchets et la production de carburants alternatifs. On a été créé en 2007. Aujourd'hui, la société compte 25 personnes, d'ailleurs, même c'est plus 21 personnes, principalement basées au siège à Nantes. 2 personnes à Lyon, 2 personnes à Bogota en Colombie, parce que l'Amérique du Sud est un vaste marché pour tout ce qui est la valorisation énergétique des déchets. Une personne à Toulouse et à Paris à partir du 1er octobre. Donc voilà, donc je ne sais pas si moi sur mon écran, effectivement, j'ai la barre de questions-réponses. J'espère que vous ne la voyez pas. Sinon, voilà. Non, c'est bon. Ce que vous voyez effectivement sur le... Parfait. Sur le synoptique en fait en haut à droite, S3D est devenu une filiale du groupe Keran en 2018. Donc le groupe Keran, c'est un groupe d'ingénierie qui compte plus de 600 collaborateurs en France et dans le monde. Donc voilà, je vous présenterai un petit peu les sites sur la slide suivante. Mais voilà, en ce qui concerne S3D, donc nous, on a 4 domaines de prédilection. Donc la méthanisation, donc c'est faire du biogaz, notamment du biométhane, à partir de la fermentation de déchets organiques. Donc c'est une filière effectivement qui nous a poussé dès 2007, parce qu'effectivement,
avec un dynamisme et je dirais une structuration économique et réglementaire depuis 2007. La filière pyrogasification, donc via la gasification et la pyrolyse, qui permet de faire du gaz de synthèse à partir d'une conversion thermochimique d'une matière organique, mais également aussi du plastique. Tout ce qui est carburant alternatif, c'est faire du GNV, de l'hydrogène, voire du biodiesel à partir d'huile et de graisse animale déchets. Le quatrième pôle, stratégie performance, c'est accompagner les industries et collectivités dans cette transformation, économiser l'énergie, gérer les déchets et passer à la mobilité verte. Donc voilà, petit panorama des sociétés du groupe Kiran. Voilà, donc on a un peu implanté partout en France et quelques implantations dans le monde, dont une belle agence en Côte d'Ivoire et également aussi en Asie à Singapour. Voilà en ce qui concerne effectivement S3D. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc ce petit panorama sur la pyrogasification. Petit rappel, en fait, dans les procédés de conversion thermochimique, vous avez la combustion, qui est bien connue, qui consiste à mettre en excédère de la biomasse ou d'ailleurs un déchet, de façon à produire de la chaleur. Vous avez en résidu des cendres et des fumées à traiter, bien entendu. La pyrolyse, qui permet effectivement, via un apport de chaleur, de convertir un combustible en charbon, en gaz de pyrolyse et en huile de pyrolyse. Après, effectivement, les différentes fractions du charbon, du gaz de pyrolyse et de l'huile de pyrolyse va dépendre des paramètres et de la technologie de la pyrolyse. La gasification, donc là, on est en défaut d'air et on va transformer effectivement un combustible à haute température en gaz de synthèse et donc produire des cendres carbonées. Donc voilà, si on veut produire du gaz, effectivement, la gasification est nettement plus favorable. Si on veut produire à la fois du gaz et du charbon, on va plutôt s'orienter vers la pyrolyse. Petit rappel, du coup, le terme pyrogasification n'a aucun sens technique. Je le précise parce que c'est vrai qu'on le voit maintenant un peu partout, à toutes les sauces. C'est un terme effectivement que Philippe, à l'époque, a créé, enfin co-créé avec d'autres personnes, dont je fais partie, pour généraliser une filière qui compte à la fois la pyrolyse et la gasification. Il n'y a pas de sens technique, vous le trouvez dans aucune publication scientifique, le terme pyrogasification, ni en français ni en anglais, ça n'existe pas. Okay, voilà, donc une installation qui va réaliser de la pyrolyse et ensuite de la gasification est une installation de gasification étagée. Voilà. Et c'est pas une installation de pyrogasification qui peut laisser effectivement prêter à confusion. Pourquoi la gasification est intéressante? Parce qu'elle s'adresse à effectivement différents gisements divers et variés, dont effectivement les déchets de bois. Donc on va pouvoir traiter des menus bois provenant de l'exploitation forestière, également des éclaircies. Donc là, voilà nos gros potentiels, les connexes de scierie, donc c'est le sous-produit du bois d'œuvre, tout ce qui est bois d'emballage, donc le SSD, mais bien sûr tout ce qui est bois de démolition, on va le voir par la suite, qui bien sûr va être bientôt sorti des poubelles, des ordures, via la REP, déchets du bâtiment. Biomasse agricole, marc de raisin, fiente de volaille, paille, déchets, donc CSR, combustible de récupération, pneus, plastique. On peut même penser à des bouts de stations d'épuration, des refus de compostage. Donc voilà, effectivement, on voit le large panorama des combustibles qu'on peut valoriser sur une filière de pyrogasification. Ce qui est important effectivement de préciser, c'est que sur une installation industrielle, on va définir des gisements à traiter et du coup, on va s'y tenir. Parce que ce qui est important, c'est de conserver une homogénéité
en termes de nature de déchets, mais aussi en termes de granulométrie. Donc, les gens qui vous disent que tout était dans un gazogène, c'est faux. Et, enfin, je veux dire, il faut bien définir en amont ce qu'on va y introduire et s'y tenir. Une technologie qui présente plusieurs applications. L'intérêt aussi, c'est qu'une fois qu'on a converti le DPS en gaz de synthèse, et ben, le met directement dans une chaudière bicombustible, donc en substitution du gaz naturel ou du. Ça a pas mal d'intérêt en ce moment, surtout que quand le gaz est très cher comme aujourd'hui. La cogénération, donc le gaz va être brûlé dans un moteur à gaz, voire dans une pile à combustible haute température, de façon à produire à la fois électricité et chaleur. C'est, je dirais, la voie historiquement qui a porté la gazification à l'échelle mondiale et voire même en Europe, en Allemagne et en Italie. En France, non, parce que du coup, il n'y a pas eu d'incitation économique de par l'État français sur cette voie de valorisation. On peut du coup faire du méthane avec le gaz de synthèse en faisant réagir à la fois le CO et l'hydrogène contenu dans le gaz de synthèse dans un réacteur de méthanation qui peut être biologique ou catalytique et ainsi produire du méthane dit de synthèse. Donc on a noté effectivement un gros potentiel de cette voie de valorisation. Voilà, donc GRTgaz va intervenir tout à l'heure sur l'AMI qui justement vise à identifier tous les projets en ce sens. Donc gros potentiel. Ceci dit, il nous manque un tarif d'achat pour définitivement lancer cette filière. L'hydrogène, comme je l'ai dit, le gaz de synthèse sorti d'un gazogène ou d'une pyrolyse contient de l'hydrogène. On peut du coup traiter ce gaz de synthèse et en extraire l'hydrogène pour alimenter une nouvelle mobilité verte ou carrément alimenter une industrie sur des gros volumes. Ceci dit, la filière est encore émergente du fait que finalement il y a très peu de demande ou que le prix de l'hydrogène n'est pas encore suffisamment compétitif. Dynamisme du marché, donc je l'ai un peu évoqué précédemment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui visent à valoriser le déchet de bois, donc ce qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui bois B, mais qui devrait changer d'ailleurs de terminologie. Donc ce qui est bois B, également aussi le SSD. Voilà, donc il y a beaucoup de projets en ce sens. Méfiance quand même sur ces gisements, car il y a eu aussi beaucoup de développement de chaudières bois B. Pardon, ça a dû couper, parce que quelqu'un a essayé de m'appeler. Donc du coup, méfiance quand même sur le développement de ces projets, sur la pérennité de ce gisement bois B. Il y a quelques développements sur des déchets marcs de raisin épuisés, donc résidus ultimes des distilleries. Donc c'est peut-être une filière intéressante à exploiter. Sinon, effectivement, le déchet combustible solide de récupération, le CSR, attire attise tous les convoitises parce que du coup c'est un combustible très intéressant à haut pouvoir calorifique qui a un coût très faible et du coup juste quelques chiffres. Aujourd'hui on en produit 400 000 tonnes. Ils sont valorisés dans la filière de cimenterie, mais la France pourrait en produire plus de 2 millions. Donc très gros intérêt pour ce combustible. Néanmoins, la réglementation est un peu plus compliquée, sur ce déchet. Et la technologie également manque de référence du fait de l'inhomogénéité de ce CSR sur une phase d'exploitation. Le dynamisme du marché, aujourd'hui, beaucoup de projets en chaleur industrielle, beaucoup de projets à l'étude. C'est tout simplement lié au surenchérissement du prix du gaz naturel. Donc les industriels cherchent des alternatives.
Donc, ça devient très intéressant. Injection de méthane, comme je l'ai dit, on va le voir avec Jartegaz. Il y a bon nombre de projets au niveau national, mais on attend un tarif d'achat pour définitivement passer au stade de développement, maîtrise d'œuvre et réalisation. L'hydrogène, donc quelques initiatives, mais le modèle économique reste encore un peu à être confirmé. Donc on attend ça impatiemment. Voilà pour moi, donc ce petit panorama. Donc j'espère que ça vous a éclairé et que ça vous a donné envie de développer des projets de pyrogasification. Merci Anthony, merci pour cette vision globale de la filière. Nous pouvons passer la parole maintenant à Adrien pour nous parler également de la chaleur décarbonée par pyrogasification. Adrien, si tu peux prendre la main. Je vais essayer de faire ça. Écran principal. Est-ce que vous voyez afficher mon écran? Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Là, c'est bon, si tu peux mettre en plein écran. Je vais essayer. Hop. Comme ça. C'est bon? Ça colle? Tu es en mode présentation là. Alors. Tac. Je vais essayer de le mettre. Il faut que je change. Je suis navré. C'est un peu laborieux. Écran 2. Là, vous devez avoir normalement un magnifique paysage. Et maintenant, vous devez avoir la présentation. C'est bon? Oui. Bon. Bonjour à tous. Merci de votre accueil au sein de ce webinaire. Donc, moi, je vais vous présenter Sharwood Energy, qui est la société que nous avons fraîchement introduite en bourse et qui est du coup la maison mère de notre groupe que j'ai créé il y a 16 ans. Notre identité, nous, on fournit des centrales clés en main qui valorisent la biomasse et donc différents types d'énergie sortent de ces centrales valorisant la biomasse, à la fois des gaz verts, comme le disait Anthony, différents gaz verts sont possibles, soit du syngaz pour la combustion directe, soit ensuite aller vers des molécules d'intérêt comme le méthane de synthèse ou demain l'hydrogène. On peut faire de l'électricité et de la chaleur par cogénération. Et puis, on en parlera, on a des résidus carbonés, le biochar ou du char, qui sont valorisables pour en faire des puits de carbone. On adresse nos offres aux exploitations agricoles, aux industriels et aux collectivités locales. Donc, comme je le disais, j'ai créé le groupe il y a 16 ans maintenant. On l'a développé au fil des années autour des métiers historiques, donc la combustion de biomasse, puis la méthanisation. Et enfin, on s'intéresse à la troisième voie de transformation de la biomasse, toutes les cuissons anoxiques, on met ça sous un terme générique qui est la pyrogasification, mais Anthony avait raison de préciser que c'est de la pyrolyse ou de la gazéification. On a créé avec le fonds Eiffel Gaz Vert une société dont l'objectif est de porter les fonds propres des projets qu'on développe et le modèle, c'est de vendre de l'énergie au travers de ces sociétés à nos industriels clients. Et puis, on a déjà également développé des projets d'électrification en site isolé en République démocratique du Congo dans le cadre d'un projet de développement européen. Donc, Sharwood Energy, comme je vous le disais, c'est deux principales filiales. Une filiale historique, Énergie et Plus, qui conçoit, construit, installe et exploite des solutions de production d'énergie, donc à la fois combustion de biomasse, unité de méthanisation et solutions de pyrogasification, donc toutes les voies de transformation en énergie de la biomasse. Et puis Wenergy, la société qu'on a montée avec le fonds Eiffel Gaz Vert, dont l'objectif est de détenir des centrales de production d'énergie par gazéification et de vendre cette énergie à nos industriels. Donc, on intervient sur toute la chaîne de valeur, à la fois l'ingénierie, la conception et le développement de nos projets. On construit, on installe, on exploite et donc on s'assure du fait que les projets soient correctement faits du début à la fin, y compris sur la partie exploitation maintenance et donc la gestion des plans d'approvisionnement en matière. Les différentes biomasses qui sont valorisables, alors je vais aller assez rapidement, puisque Anthony a déjà parlé de ça.
Toutes les biomasses sèches, bois A, bois B, vont aller assez volontiers dans les techniques de pyrogazéification. Les biomasses agricoles, certaines peuvent aller en pyrogazéification, d'autres vont plutôt aller en méthanisation et certaines peuvent avoir les deux débouchés. L'intérêt de valoriser des biomasses, c'est que c'est à la fois une ressource économique abondante, compétitive, peu délocalisable. Ça permet de produire de l'énergie en continu, ce qui n'est pas forcément le cas des autres énergies renouvelables intermittentes. C'est neutre en carbone puisque le carbone absorbé par les plantes, c'est celui qui est rejeté pendant la combustion ou la pyrogazéification. Et donc ça améliore la valeur ajoutée dans les territoires et ça permet d'entretenir les forêts, d'entretenir les haies bocagères. Et puis toute cette économie, c'est forcément une économie territoriale à l'échelle d'un territoire, mettons 100 km à la ronde autour de chacun des projets. Alors le constat sur le mix énergétique français, c'est que pour l'instant, on a encore un mix qui est très fortement carboné. On a des gros besoins de gaz naturel pour l'industrie, pour le chauffage et un peu pour la mobilité, des gros besoins de pétrole pour la chimie et puis pour la mobilité. L'objectif de la France, de l'Europe et du monde en général, c'est d'essayer de s'éloigner de la dépendance aux énergies fossiles qu'on a et d'accroître la part des énergies renouvelables dans notre consommation d'énergie. Et puis les objectifs qui visent à la neutralité carbone et potentiellement aussi de créer des puits de carbone sont des drivers de croissance assez forts pour les technologies de pyrogazéification. Si on regarde notre situation, on a une forte dépendance aux aléas géopolitiques internationaux. Le prix de l'énergie en France, il est quand même encore très fortement corrélé au prix des fossiles. On le voit dans la crise de l'énergie qu'on est en train de traverser, les prix de l'électricité qui explosent, les prix du gaz naturel qui explosent, les questions même de disponibilité d'énergie qui se posent. Et donc, les pyrogazéifications, les techniques de cuisson anoxique, toutes les techniques de modification de la biomasse en énergie sont des réponses à ces enjeux énergétiques, stratégiques auxquels on est confronté. Notre modèle, c'est de proposer une intégration. Donc, on utilise une technologie et on l'intègre dans un modèle économique, ce qu'on appelle un contrat corporate PPA, donc un contrat de long terme de vente d'énergie entre un industriel et un producteur d'énergie. Donc, ça permet de partager la valeur ajoutée, de partager le risque, de maîtriser le bon fonctionnement des projets et la gestion de l'approvisionnement en biomasse sur des contrats long terme. C'est des solutions qui sont immédiatement déployables. On se base sur une technologie qui est éprouvée, qui a été déployée un peu partout dans le monde, on y reviendra en détail. On valorise principalement du bois A ou B ou des mélanges bois A, B, déchets, avec toutes les questions réglementaires que Anthony soulevait tout à l'heure. On a disons, un monde économique qui bouge plus vite que le monde réglementaire. Et à l'issue de la production de syngas par les technologies de pyrogazéification, on va pouvoir soit adresser des solutions de combustion directe de ce syngaz, typiquement le milieu de la verrerie, le milieu de la briqueterie, des industriels de l'agroalimentaire. Voilà, il y a des multitudes d'applications industrielles qui consomment du gaz fossile qui peuvent être substitués par des applications syngaz. On peut évidemment faire de la cogénération avec ce gaz de synthèse, donc produire simultanément de l'électricité et de la chaleur. Et puis, comme on disait, on peut aller vers des molécules d'intérêt, genre hydrogène vert ou biométhane de synthèse. En parallèle de ça, on produit du biochar qui donc va permettre de séquestrer du carbone sous forme minéralisée et donc de créer des puits de carbone. Ça génère des crédits carbone qui ont une valeur ajoutée. L'intérêt, c'est qu'on peut faire des petites productions décentralisées, on améliore l'autonomie énergétique des sites et des territoires. Ça permet d'avoir une meilleure stabilité des prix, une meilleure visibilité pour l'industriel sur ses coûts de production. Et puis, on décarbone l'activité à la fois en substituant du gaz fossile et en valorisant des certificats carbone. On a développé un partenariat avec une société allemande qui s'appelle Spanner, qui travaille sur des petits réacteurs de gazéification qu'on vient mettre en parallèle. Il y a des centaines de sites fonctionnels un peu partout dans le monde. Et nous, on a un rôle à la fois d'intégrateur et de financier auprès de ces projets qu'on développe.
Le modèle économique qui est le contrat corporate PPA, comme on le disait, c'est un modèle de vente d'énergie renouvelable sur des contrats long terme entre une société de projet qui va être productrice d'énergie, alors soit d'électricité, de chaleur, soit de gaz de synthèse. Elle produira également du biochar et donc des crédits carbone. Et puis un industriel consommateur qui, au travers de ce contrat long terme, va s'assurer une certaine proportion de sa production d'énergie qui sera à la fois décarbonée et locale, territoriale. Donc, les avantages pour les sociétés qui sont nos clientes, c'est que ça leur permet très rapidement de diminuer leur empreinte carbone. Elles accèdent à une certaine indépendance énergétique. On se décorrèle de la volatilité des prix du marché de l'énergie fossile. Les industriels n'ont pas de coûts financiers à supporter puisque nous finançons l'actif. Et puis, ça permet de promouvoir une image écologique auprès des différentes parties prenantes de la société. En termes de référence, alors on en a mis quelques-unes. On travaille avec Wienerberger, qui est un acteur de la brique et de la terre cuite, donc les briques et les tuiles. C'est des sites qui sont des très gros consommateurs de gaz naturel. Ils ont déjà fait tous les efforts d'efficience qui étaient envisageables. Et donc, l'objectif maintenant, c'est de pouvoir substituer une partie de leur consommation de gaz fossile par du gaz de synthèse. Donc, on a un premier projet qui va sans doute démarrer d'ici là, allez, mettons milieu d'année prochaine, ça devrait être en production. Et donc là, ce sera 2 MW gaz directement pour substituer du gaz fossile. Terreal, un autre acteur de la terre cuite, qui a exactement les mêmes problématiques, puisque les mêmes causes créant les mêmes effets. Ils ont déjà fait leurs efforts d'efficience et donc aujourd'hui, ils ont deux options. Soit ils trouvent des solutions pour substituer le gaz fossile et s'assurer des prix long terme qui soient soutenables. Soit ils diminuent leur production, soit ils arrêtent leur production. Donc là, ce sera un site qui fera aux alentours de 6 MW, 6 MW de gaz également. Un exemple de production d'électricité et de chaleur, ça c'est de l'électrification en site isolé. C'est un projet qu'on a fait dans le cadre d'un projet de développement européen qui s'appelle FORETS, où l'objectif c'est d'électrifier une zone isolée en République démocratique du Congo. Mais c'est des projets qui ont déjà fait des petits, puisqu'on va avoir d'autres applications à l'international pour substituer des productions d'électricité avec des groupes diesel qui tournent alors qu'il y a des gisements de biomasse qui sont à la fois disponibles et accessibles facilement. Donc c'est des projets qu'on va également développer à l'international en cogénération. Notre volonté, c'est vraiment de déployer ces solutions le plus rapidement possible sur le marché, à la fois parce que on a aujourd'hui une contrainte stratégique environnementale qui va aller en croissant et qu'il faut qu'on puisse le plus vite possible créer des sites qui rendent autonomes autant qu'on peut, autonomisons nos productions d'énergie au niveau des industriels, au niveau des collectivités. On n'a pas de gaz, on n'a pas de pétrole, on a de la biomasse, on peut en extraire plus à la fois des forêts, on peut en valoriser plus des ressources issues du recyclage. Et donc c'est des solutions qu'on va porter, qu'on va essayer de déployer un peu partout en France. Voilà, je sais pas si, hop, normalement je dois avoir quitté mon affichage. Merci Adrien. Quelques questions. Il y a plusieurs. Julien Laurent qui pose pouvez-vous préciser où sont les blocages sur la réglementation des CSR? Aujourd'hui, on considère que de la pyrolyse ou de la gazéification de CSR, c'est comme de l'incinération. Or, c'est pas de l'incinération. Et il n'y a pas de case réglementaire qui existe réellement pour ça. Donc, c'est des discussions avec les DREAL et corporate PPA sur la vente de chaleur probablement, sur la vente d'électricité également. Seriez-vous inclin à explorer ce modèle pour du méthane de synthèse injecté dans les infragaz? Évidemment, volontiers, pourquoi pas. Le premier point, à mon sens, c'est que les applications qui sont les plus facilement
développable, c'est celle où on vient substituer une énergie existante par concrètement à peu près la même chose. Un four qui brûle du gaz, si on lui envoie du gaz de synthèse, il n'y a pas grand-chose à faire comme modification pour pouvoir y aller. Et moins on va loin dans les transformations entre la biomasse et l'énergie, plus le rendement global est efficient et donc plus le rendement économique aussi est efficient. C'est-à-dire que si on doit faire pyrogazéification, puis épuration pour aller vers le méthane de synthèse, enfin bon, Watergas, Chip, Fischer-Tropsch, etc., pour aller vers le méthane de synthèse, ben, on va avoir plus de briques technologiques et plus de pertes de rendement à différents endroits qui font qu'au global, on aura un moins bon rendement énergétique et donc un moins bon rendement économique. Alors, c'est des suppositions, hein, puisque pour l'instant, on ne connaît pas et on n'a pas de cadre qui nous permet d'injecter du méthane de synthèse dans le réseau. Mais je pense que ça va assez vite venir sur le tapis, ces questions-là du modèle économique du méthane de synthèse. Il y a d'autres questions. Le gisement de Boisbé, donc Franck a répondu à peu près 6 millions de tonnes. Et mieux diriger le volume et les petits gisements qui restent la majorité hors collectivité et qui ouais, bah c'est ça. En fait, l'intérêt de ces systèmes-là aussi, c'est qu'on peut faire des sites qui soient à l'échelle des besoins des industriels ou à l'échelle des gisements à collecter pour leur éviter de faire des grands trajets et donc améliorer le bilan carbone global des valorisations de matière. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Je pense que oui pour l'instant. Merci Adrien. Nous aurons un petit moment vers la fin s'ils veulent poser d'autres questions. Comme ça, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions. Et nous avons consacré 20 minutes à la fin de ce webinaire pour répondre à vos différentes questions. Je passe la main à Saïd côté GRT Gaz. Saïd, tu es avec nous? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, attendez. Là, on voit une partie de ton écran. Oui, j'essaie de rebasculer sur... Alors, attendez. Hop. Est-ce que vous voyez la présentation là? Oui, vous l'avez? Oui, c'est bon. Ok, j'essaie juste d'activer la caméra. Et ça doit être bon là de votre côté. Parfait. Très bien. Alors, donc, moi, je vais vous présenter donc une autre voie de valorisation de la pyrogazéification, qui est l'injection dans les réseaux de gaz. Alors, donc, je vous présente très rapidement l'équipe au sein de GRT Gaz qui conduit ce projet pour cette filière pyrogazéification. Donc, moi-même, Saïd Keloufi, et je suis accompagné de Clotilde Viermo, qui est chef de projet pyrogazéification. Vous avez sans doute connu Bertrand Simon auparavant, et donc je prends la suite sur cette fonction. Alors, GRT Gaz, c'est un opérateur d'infrastructure, un opérateur de réseau gazier. Donc, on opère en fait un réseau de canalisation et de stations de compression qui permet de transporter du gaz qui est livré au niveau des points frontières et ensuite transporté jusqu'à nos différents clients. Alors, il y a des clients industriels, des clients des distributions publiques. Donc, c'est les autoroutes quelque part du gaz. Donc, c'est un réseau qui représente 33 000, plus de 33 000 km. Donc, c'est à peu près l'équivalent du réseau du linéaire de réseau ferré. Et on transporte 641 TWh de gaz par an. Donc voilà, donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement on a une infrastructure en France qui va permettre d'avoir d'être un débouché justement pour la production de gaz par pyrogazéification. Alors en fait, alors il y a des objectifs de valorisation de déchets. Aujourd'hui, les résidus qui ne sont pas recyclés sont brûlés, enfouis ou exportés.
Alors l'exportation est devenue compliquée puisque la porte de la Chine s'est fermée à compter du 1er janvier, 1er janvier 2021. Par exemple, la France qui exportait de l'ordre de 200 000 tonnes par an de plastique doit aujourd'hui trouver de nouvelles voies de valorisation. On a également une incitation à la réduction de la mise en décharge à l'horizon 2025, avec une division par deux de la mise en décharge, et aussi la loi qui nous incite à valoriser une part minimum de déchets à hauteur de 70% sous forme énergétique. Alors, il y a des acteurs aujourd'hui qui considèrent effectivement qu'en complément du recyclage, qui recherchent de nouvelles voies de valorisation et qui considèrent que la pyrogazéification pourrait être une voie intéressante, notamment Ecomobilier et le SICTOM. Alors là, je vous ai parlé du volet déchets. Il y a également le volet comment dire, de réduction des gaz à effet de serre dans un objectif de neutralité carbone. Donc la France est dotée d'objectifs ambitieux avec une part de gaz renouvelable de 10% à l'horizon 2030 et un objectif de 100% à l'horizon 2050. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, nous, pour les opérateurs gaziers, c'est ce qu'on appelle la troisième révolution gazière. On avait au début du 19e siècle une production de gaz domestique par gazéification d'ailleurs, du charbon de bois, par distillation de la houille, donc c'était ce qu'on appelle le gaz de ville. Ensuite, on a connu la deuxième révolution gazière avec notamment la découverte du gisement de Lac et des gisements de gaz à l'international. Donc c'est avec comment dire, l'alimentation en gaz naturel. Et là, aujourd'hui, voilà, le système gazier doit se décarboner et on est engagé dans une logique de gaz renouvelable. Alors, la France dispose d'un potentiel tout à fait suffisant pour décarboner le mix gazier. Et donc, si on regarde, par exemple, la trajectoire de production de biométhane, enfin de méthane issu de pyrogazéification à l'horizon 2050, ça pourrait représenter 90 TWh PCS. Donc voilà, donc j'ai expliqué, effectivement, c'est une solution de traitement de résidus peu ou mal valorisés. Donc la biomasse, mais également les déchets issus de biomasse. Donc on a parlé effectivement du bois B, ça peut être des traverses de chemin de fer, donc qui sont des traverses en bois avec des bois fortement pollués. Et puis aussi sous forme de déchets plastiques ou de CSR. Voilà. On a identifié 23 familles de résidus, donc renouvelables ou non, qui sont adressables par la pyrogazéification. Alors, comme mes collègues précédents l'ont expliqué précédemment, donc la pyrogazéification, on part de résidus solides, donc renouvelables ou non renouvelables. Donc on monte en température entre 700 à 1500 degrés pour produire un gaz de synthèse. Donc ce gaz de synthèse est composé de méthane, d'hydrogène, de monoxyde de carbone, de CO2. Et ensuite on procède à une étape d'épuration et de méthanation pour enrichir ce gaz en méthane. Et donc là, ensuite, à l'issue, on a du méthane qui est injectable et qui est aux spécifications du réseau de transport de gaz ou de distribution, et il est tout à fait injectable dans les réseaux. Donc si on regarde cette chaîne, on a des briques qui sont tout à fait matures, avec des technologies complètement matures, et l'enjeu technique aujourd'hui, c'est de pouvoir coupler ces différentes briques de façon à optimiser la production de méthane et que ça fonctionne correctement.
Donc c'est déjà une filière qui a démontré la faisabilité technique de production de biométhane. Donc il y a des projets hein, qui sont comment dire à taille industrielle. Donc on peut citer notamment le projet Gobigaz en Suède. En France, on a le projet Gaia. Et en termes de performance technique, alors certes, il peut y avoir des pertes effectivement, comme ça a été évoqué précédemment, dans la partie épuration, méthanation, mais on est quand même à des rendements significatifs qui sont de 70 à 80%, des rendements énergétiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la disposition un réseau gazier qui a un exutoire justement pour la production de méthane de synthèse. Voilà. Et puis en termes de performance environnementale, on peut voilà, aboutir à des réductions d'émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 80%, une réduction des volumes de fumée, de poussière, de particules fines, de NOx, et aussi une réduction du volume de résidus ultimes. Donc la pyrogasification, je dirais qu'en termes d'externalité, elle apporte plusieurs réponses aux enjeux des territoires. Donc il y a un enjeu déchets. Donc ça permet de valoriser une large variété de matières résiduelles jusqu'ici peu ou mal valorisées. Ça permet également de répondre à des enjeux énergétiques, donc de produire une énergie non intermittente et stockable. Donc aujourd'hui, c'est d'autant plus criant avec la crise énergétique et le besoin de souveraineté énergétique, notamment sur le gaz. Et donc j'ai expliqué effectivement, ça permet comment dire, de mettre à profit un réseau existant qui est déjà largement maillé. Et puis en fait, on produit un méthane de synthèse qui est utilisable pour tous les usages aujourd'hui existants du gaz, donc la cuisson, production d'eau chaude sanitaire, le chauffage et la mobilité et bien sûr toutes les activités industrielles. Voilà. Et puis on est sur de la production locale en substitution d'une énergie fossile importée. Alors en termes bien sûr des retombées socio-économiques, donc on est dans une logique d'économie circulaire, on est sur des projets à la taille des territoires et donc qui donnent lieu à la création d'emplois. C'est une filière compétitive au regard qui pourrait être compétitive au regard d'un soutien qui serait à définir. Et puis les enjeux environnementaux, bien sûr, donc j'ai déjà expliqué, réduction des émissions de GES et des fumées. Alors GRT Gaz donc, est pleinement mobilisé pour l'industrialisation de la filière, ou en tout cas son accompagnement. Donc on anime le GT Injection gaz de synthèse, qui compte plus d'une cinquantaine d'acteurs. On est membre du conseil d'administration du club Pyrogasification. On copilote le GT Innovation du comité stratégique de filière. J'y reviendrai plus tard. Donc on sensibilise aux enjeux de la pyrogasification pour injection. Donc on recense les initiatives sur le territoire. On recueille les retours d'expérience. On étudie aussi les caractéristiques de la pyrogasification pour injection. Donc on développe des techniques d'analyse, on réalise des campagnes de mesure de qualité du gaz. Donc je passe rapidement. On contribue aussi à la mise en place d'un cadre pour industrialiser la filière. Donc ça, c'est effectivement notre cheval de bataille, notamment pour faire évoluer le cadre législatif et réglementaire national. Et puis on accompagne les territoires et les porteurs de projets en répondant à leurs sollicitations. Alors concrètement, la question qu'on peut se poser, c'est effectivement où en est la filière, c'est quels sont les projets concrètement, quelles sont les perspectives de production de gaz à venir. Alors pour ce faire, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt
donc AMI, donc avec qui a été piloté par GRT Gaz. Donc c'est dans le cadre du comité stratégique de filière nouveau système énergétique, donc piloté par GRT Gaz avec le soutien d'Enea Consulting et de S3D. Et donc cet appel à manifestation d'intérêt avait pour objectif de recenser les projets de pyrogazéification pour injection, d'établir un état des lieux de la filière, de mettre à disposition des représentants de l'État une vision consolidée de la filière, donc dans la perspective de la mise en place du dispositif de contrat d'expérimentation. Et puis bien sûr d'accompagner les porteurs de projets dans la structuration des éléments du dossier, et voilà, d'étudier avec eux les projets envisagés, et de réfléchir aux conditions d'accès au réseau, et notamment de réfléchir aux conditions d'accès du réseau. Voilà. Donc cet AMI a rencontré un vif succès avec 49 projets déposés. Donc parmi ces 49 projets, on en a 30 au stade d'études préliminaires et 19 à un stade plus avancé, donc au stade de développement. Donc ils sont répartis sur à peu près toute la France, avec 11 régions représentées sur 13. Alors là, vous avez la cartographie. Alors il y a des projets qui ne figurent pas sur la carte, parce que c'est des projets qui ont souhaité qui ont souhaité rester confidentiels. Aujourd'hui, donc, si on regarde la puissance totale de ces projets recensés, on est à plus de 4 TWh de projets, et donc sur un traitement de l'équivalent de 1,3 million de tonnes de déchets. Voilà. Alors si on regarde dans le détail, là vous avez sur cette colonne-là les projets en développement, cette colonne-là les projets en phase préliminaire. Donc on va regarder d'un peu plus près les projets en développement. On a majoritairement des projets, alors c'est plutôt des projets de taille significative, mais qui restent en dessous de 20 MW. Donc pour une production de gaz entre 1400 et 2000 m3 normaux mètres cubes par heure, donc c'est l'équivalent de entre 14 et 20 MW de puissance thermique, enfin puissance PCS gaz, pardon. Et si on regarde effectivement au niveau des intrants là sur ce diagramme là, ce graphique là, on a majoritairement des projets de biomasse propre et de bois B, enfin surtout de bois B. Et on a aussi un peu de CSR ici, de projets de CSR. On a 2 projets de CSR. Donc ça c'est en nombre de projets, et si on regarde en tonnage, effectivement on a une grande moitié de projets en bois B, et puis après du bois propre et du CSR également. Voilà. Donc je passe sur les projets en phase préliminaire. Donc là on a une répartition à peu près, enfin avec des projets un peu plus importants en bois propre, en biomasse propre. Donc voilà ce que je pourrais en dire. Et donc aujourd'hui, on a eu deux étapes franchies. On a déjà fait une première restitution, une première communication au mois de juin, qui avait été réalisée par Bertrand Simon. Et il y a un premier bilan d'étape qui est envoyé à la DGEC au mois de juin également. Et les prochaines étapes, donc là on est dans la phase, on est en train de restituer, enfin de finaliser comment dire, l'étude, et on prévoit donc de restituer, en fait, d'envoyer une synthèse au projet en phase préliminaire, incluant des analyses techniques, une synthèse générale, et puis ensuite au projet en phase de développement, on va envoyer une synthèse détaillée avec des analyses techniques, et économiques réalisées.
Et l'objectif, au final, c'est, bon, bien sûr, enfin, c'est une source d'information à destination des porteurs de projets, mais c'est aussi de permettre d'avoir de constituer des éléments, de rassembler des éléments de réflexion qui seront ensuite partagés à la DGEC pour, on l'espère, définir les conditions de succès de la filière et notamment un tarif de rachat du méthane de synthèse. Voilà, donc j'en ai terminé pour la présentation. Alors, je crois qu'il y a eu des questions. Alors, je vais essayer de les reprendre. J'ai répondu à certaines questions auxquelles tu es capable Alors, d'apporter une réponse. alors, quelles sont les technologies utilisées pour les projets? Non, ça a été répondu. Il y a une question qui reste sur les boîtes type C, type B de chemin de fer, etc., les poteaux télégraphiques. Concernant les gisements, moi, j'ai pas de réponse à y apporter, malheureusement, parce que Ouais, j'ai pas non plus d'éléments là-dessus. J'ai quelques chiffres en tête. Il y a quelques années, la SNCF avait lancé un appel d'offres là-dessus. De mémoire, hein, c'était 50 000 tonnes par an. Et c'était un gisement pour 10 ans et qui était amené à diminuer avec les années. C'était uniquement sur les traverses de chemin de fer. C'est des chiffres à vérifier, mais je crois que c'est les ordres de grandeur. D'accord. Ouais, c'est ce que j'allais dire, effectivement, c'est un gisement finalement qui est pas énorme et qui est amené à se réduire, donc pas une pérennité. C'est beaucoup remplacé par des traverses en béton maintenant. Exactement. C'est un déchet dangereux. Merci Philippe. Je vais passer un petit peu pour vous parler justement, si je peux prendre la main. Ouais. Alors, il y avait d'autres questions. Je ne sais pas si on peut peut-être. Alors, sur notamment, quelle est la décision de la DGEC au moment de l'examen du projet de loi sur l'accélération des ENR? Donc là, pour le moment, on n'a pas encore de décision, hein, on va restituer les éléments. Je pense que la DGEC est, à juste titre, très mobilisée aujourd'hui sur la sécurité d'approvisionnement, comme vous le savez, dans le contexte de la crise énergétique. Alors après, on a une question sur le prix du mégawattheure pour un projet de 3 à 5 mégawatts. Alors là, c'est une question très précise. Ouais, si tu permets, Ouais. Saïd, sur la question précédente, sur la DGEC, sur la loi d'accélération des ENR, c'est Oui. quand même intéressant de noter que l'article 20, qui je crois est devenu l'article 19 depuis peu, parle de pyrolyse et de gazification. Donc c'est le dernier article, mais on y est. Donc c'est pas mal. Voilà, on introduit d'ailleurs la notion de gaz bas carbone. Tout à fait, ouais. Intéressant par rapport aux thématiques de valorisation des déchets non biogéniques, notamment tout ce qui est plastique ou des choses comme ça. Donc voilà, donc c'est quand même une avancée significative d'être dans ce projet de loi un peu phare. Tout à fait. Et moi, j'ai fait une réponse de Normand à la question du prix du mégawattheure. Ça dépend si on parle de mégawattheure élect, de mégawattheure thermique, de mégawattheure gaz, et puis ça dépend du type d'intrant. Donc c'est une question à laquelle je peux difficilement répondre avec si peu de détails. Par contre, je ne sais pas qui est Emmanuel Pastor, mais s'il souhaite échanger en direct, on doit pouvoir discuter de ça plus précisément. Ouais, une réponse de Normand pour un Breton, c'est quand même un peu bizarre. Hein. Un Breton qui est moitié alsacien, moitié suisse-allemand, En plus, c'est bizarre. Oui, peut-être sur le sujet quand même pour donner des ordres de grandeur. Enfin, pour le moment, sous ton contrôle, Saïd, hein, les premiers projets qui sont envisagés seraient à des prix qui seraient quand même légèrement supérieurs au prix de la méthanisation. Voilà, sachant que ce sont des premiers projets, mais qui restent par rapport au prix du gaz actuel compétitif. C'est vrai que le changement actuel aussi, la situation actuelle modifie un petit peu la donne, hein, ce qui était perçu comme potentiellement très cher il y a encore peu de temps. Bon, maintenant, ça semble beaucoup moins cher. Et puis on se dit quand même la sécurité d'approvisionnement, elle a un coût aussi. Donc ça change quand même beaucoup la donne. Et à terme, la filière peut devenir
compétitive avec ce que fait la méthanisation en termes de prix. Donc la méthanisation, c'est 80-100 € le mégawattheure aujourd'hui. Absolument, on serait sur des prix un peu plus élevés, quoi. Oui, on serait effectivement sur c'est un ordre de grandeur, hein, l'ordre de 120 € du mégawattheure. Enfin, c'est un prix qui pourrait être un soutien justement à la filière. Mais voilà, après, il faut prendre en compte en fait dans l'analyse l'ensemble des externalités positives sur le traitement des déchets, etc. Il ne faut pas uniquement regarder le prix de production de gaz. Et là, vous parlez d'un prix de production de méthane de synthèse. Si on regarde un prix du mégawattheure gaz, Saint-Gaz, comme on a moins de briques et moins de capex et du coup moins de coûts de maintenance, on est plutôt moins cher que ça. D'où les projets sur lesquels on développe avec les industriels, on est sur des niveaux de prix qui sont pas de l'ordre de 120, on est en dessous de ça. Oui, bien sûr. Mais après, voilà, on bénéficie d'une énergie qui est injectable sur le réseau, comme je l'ai dit, pour différents usages. Oui, bien sûr. C'est pas les mêmes applications, on est parfaitement d'accord là-dessus. Et comment dire, et c'est une énergie qui est stockable. Et je pense qu'en fait, il faut, enfin, les filières de valorisation sont complètement complémentaires. Il n'y a pas d'opposition entre les différentes filières, hein. Voilà, c'est important de le rappeler. Merci à tous. Je complète effectivement suite à ces échanges par les différents échos et les différentes discussions que le club a pu avoir avec les pouvoirs publics et ainsi les différents scénarios dont nous avons pris connaissance cette année. Donc, je vais répartir un petit peu la présentation en fonction des différentes filières. Donc, juste pour des éléments de contexte, il faut juste savoir que le club contribue à la stratégie climatique et énergétique française, notamment via ce qu'on appelle plus communément la SFEC. Donc, c'est la stratégie française sur l'énergie et le climat, qui est une feuille de route actualisée pour la France afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, cette stratégie française est constituée de la première loi de programmation quinquennale sur l'énergie et le climat qui est prévue avant juin 2023 et qui fixe les priorités d'action de la politique climatique et énergétique. Donc, cette loi sera déclinée via l'adoption au premier semestre 2024 de la SNBC, du plan national d'adaptation au changement climatique, ainsi que de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et dans le cadre de l'élaboration de la PPE et de la SNBC, plusieurs groupes de travail et ateliers techniques sont mis en place pour une concertation préalable ouverte au public qui a commencé en novembre 2021 et je pense, qui va se clôturer d'ici la fin de ce mois de septembre. Ces ateliers rassemblent les membres du comité de suivi de la DGEC ainsi que les représentants des filières et des organismes spécialistes type ADEME, INERIS et le club Pyrogasification et ses partenaires portent la voix de la filière au cours de ces travaux. Donc, pour revenir un petit peu aux actions qui ont été découlées via ces différents ateliers, donc le club voulait faire reconnaître l'intérêt des procédés de pyrolyse et gazéification et je remercie Anthony d'avoir précisé qu'effectivement on parle de pyrolyse et de gazéification comme procédé et de la filière pyrogazéification en général. Le mot commence à être utilisé un peu partout et ça prête confusion. Donc, on voulait faire valoir qu'effectivement, ces procédés permettent de valoriser des résidus biogéniques et des déchets afin de produire à la fois des gaz renouvelables et bas carbone, de développer des réseaux de chaleur, de produire des biocarburants, on en a peu parlé depuis tout à l'heure, et aussi de permettre la décarbonation de l'industrie. Donc, les principaux points qui ont été partagés par le club Pyrogasification au sein de ces ateliers, pour les différentes filières sont à la fois que les procédés de pyrolyse et gazéification sont prêts à s'industrialiser. Ce sont des procédés qui existent depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous voulons juste les concrétiser via différentes voies de valorisation. Nous avons également parlé de l'intérêt de la complémentarité de cette filière avec les autres filières via l'utilisation des intrants. Donc, on a vu que les pouvoirs publics avaient quand même certaines réticences par rapport à l'usage de la biomasse. Ils disaient un petit peu que les gisements n'étaient pas
n'était pas très, que nous n'avons pas beaucoup de gisements biomasse et que la biomasse est qualifiée quand même d'une ressource rare dans certains ateliers. Donc, on voulait quand même redire que la filière pyrogazéification s'insère sans conflit d'usage avec les autres filières. Il y a également la partie où on a fait valoir le dynamisme de la filière via les différents projets portés à la fois pour la chaleur, pour l'injection, pour l'hydrogène ou pour la production de biocarburants, et également l'intérêt de la filière pour faire face aux enjeux énergétiques et environnementaux, car tout simplement, ça s'insère dans une économie circulaire, ça permet d'éviter des polluants qu'on a généralement si on décide de procéder de manière différente. Et ces contributions-là ont fait objet durant les différents groupes de travail sectoriels à la fois gisements, biomasse et déchets, ainsi que les ateliers techniques, gaz renouvelable, biomasse solide, réseau de chaleur, hydrogène et biocarburants. Je reviens maintenant à la filière pyrogazéification pour injection. Donc, quelles sont les perspectives, quels sont les freins et les leviers? Vous avez posé pas mal de questions, on a essayé de répondre depuis tout à l'heure. Donc, une vision maintenant des différents scénarios qui ont été présentés cette année, à la fois via les scénarios ADEME, les scénarios Négawatt ou les scénarios de gestionnaire de réseau. En peu que filière pyrogazéification ici présentée avec un vert foncé existe déjà dans les différents scénarios. Et même dans le scénario 1 de l'ADEME, où la filière pyrogazéification n'a pas été représentée, on peut dire quand même qu'on a 20 TWh de gaz naturel importé. On peut quand même substituer ce gaz, cette importation de gaz naturel par la filière pyrogazéification, sachant que les gisements quand même existent et qu'il y a déjà, via la dynamique de ces projets qu'on voit naître aujourd'hui en 2022, on a déjà un potentiel de 4 TWh. Donc, c'est quelque chose qui va exister parce que ça prend naissance déjà aujourd'hui et donc on peut aussi la représenter durant ce scénario. L'élément le plus important à noter, c'est qu'effectivement, vous avez à la fois un grand apport de gaz renouvelable qui reste bien sûr via la filière historique méthanisation, donc communément on appelle ça biométhane, mais également on voit que la pyrogazéification prend quand même un grand potentiel ou un grand apport à la décarbonation de cette filière gazière. Ce que je peux dire sur la filière injection, c'est qu'effectivement, quand on voit la trajectoire de l'évolution, on peut dire qu'en 2030, la filière pyrogazéification peut apporter jusqu'à 10% de la production de gaz renouvelable et bas carbone. Et tout comme tout à l'heure, Philippe l'a un petit peu introduit, effectivement, on parle maintenant de notion gaz renouvelable pour tout ce qui est gaz issu de biomasse, bois déchets et de biomasse propre, ainsi que ce qu'on appelle aussi CSR. C'est ce qu'on a vu maintenant via le projet de loi accélération énergie renouvelable qui est en cours, où la notion bas carbone est apparue. C'est quelque chose qui nous a quand même qui était quand même très très bien reçu de la filière. Et nous pouvons également dire qu'en 2050, la trajectoire de production de ces gaz renouvelables et bas carbone peut atteindre jusqu'à 90 TWh PCS dans un mix global de 320 TWh. Ce qui est important à dire, c'est que la filière pyrogazéification existe déjà et que l'apport en 2030 est déjà atteignable jusqu'à 10% et qu'en 2050, on peut atteindre les 30%. Ce qu'on appelle là, c'est une trajectoire de production. Je ne parle pas du gisement biomasse mobilisable qui est bien plus important que ces 90 TWh. Donc là, on parle d'une trajectoire. C'est ce qu'on dit que voilà, on va pouvoir atteindre via la maturité de ces technologies, via le dynamisme de ces projets. Mais on peut peut-être faire plus vu que les gisements existent. Et ça, c'est très important à noter parce qu'on parle généralement de la pénurie ou des gisements qui n'existent pas biomasse, mais la réalité du terrain et les études démontrent que c'est l'inverse puisque le gisement mobilisable est de hauteur à 180 TWh PCS et non pas de 90. Donc là, la trajectoire vise plutôt la moitié du gisement mobilisable. Par rapport à la présence de la filière gazéification, parce qu'on parle de gazéification à l'international pour la production de biométhane, donc dans le plan Repower Europe et dans la présentation de Gas for Climate, on voit que la filière gazéification française a
existe aussi et que la France fait partie des 6 pays européens plus grands producteurs de biométhane à la fois en 2030 et en 2050. La filière gazéification représente à elle seule 40% du mix gaz renouvelable dans l'Union européenne en 2050. En voilà les 67 BCM, ce qui est tout simplement l'équivalent d'à peu près 260 normalement TWh. Et pour la France seulement, nous avons un potentiel de 65 TWh qui a été représenté dans cette étude. La différence un petit peu de ces chiffres, c'est qu'à l'époque, l'EBA, quand ils ont fait leur étude, ils n'ont pas pris les mêmes hypothèses. Ils n'avaient pas pris connaissance de tous les gisements disponibles. Donc, on a quand même quelques écarts, mais on voit que globalement, par rapport aux différents scénarios qui sont présentés, la filière existe et a quand même un fort potentiel pour décarboner les réseaux. Je reviens maintenant à la filière chaleur décarbonée. Donc, par rapport à la filière chaleur décarbonée, le point de vue de l'ADEME, c'est que la technologie de production de chaleur via pyrolyse ou gazéification est mature. Nous avons quand même un TRL 9, nous avons des installations industrielles, tout comme tout à l'heure nous l'a montré Adrien via sa présentation. Et en termes de pertinence, l'ADEME voit que le déploiement des filières utilisant la gazéification pour la production de chaleur doit rester dans une logique d'économie circulaire. Ça veut dire utiliser des intrants biomasse et des déchets de biomasse industrielle pour valoriser quand même l'autoconsommation de la chaleur. Donc, ce qu'on peut également dire par rapport à cette filière, c'est qu'en y associant la valorisation du biochar, nous pouvons atteindre un rendement énergétique supérieur à 90%. C'est tout à l'heure ce que montrait un petit peu Adrien en disant, voilà, on ne perd pas beaucoup d'énergie en produisant de la chaleur, mais également, si on arrive à valoriser le biochar via bien sûr l'utilisation des intrants propres pour produire du biochar, on peut atteindre un rendement global supérieur à 90%. Il est à noter également que le biochar… Si je peux me permettre, oui. Je me permets juste un point supplémentaire par rapport à la chaleur issue de la pyrogazéification. Comme on passe par un média gaz, ça permet d'aller atteindre des problématiques qu'on ne peut pas aller atteindre avec la combustion directe. Typiquement, dans un four à briques où vous brûlez du gaz, vous ne pouvez pas faire les températures que vous souhaitez atteindre avec de la biomasse directe. Dans un four à verre, où vous montez très haut en température, vous ne pouvez pas atteindre les températures nécessaires avec de la biomasse en combustion directe. C'est là un des autres avantages de la pyrogazéification pour la chaleur par rapport à la combustion. Je rajoute juste, Adrien, je pense que c'est un point très important ce que tu viens de citer. Parfois, on pose la question, c'est quoi l'intérêt de la pyrogazéification pour de la biomasse par rapport à une combustion classique si on veut faire de la chaleur? Il y a des intérêts spécifiques pour des tas d'usages, notamment celui que tu viens de citer pour atteindre des hautes températures. Il y a aussi un certain nombre de gisements qui sont difficiles, où les chaudières biomasse ne sont pas forcément pertinentes parce qu'il y a trop de cendres, trop de polluants, de choses comme ça. Et la pyrolyse, parce qu'elle fonctionne en 2 étapes, peut mieux fonctionner. Donc, même pour faire de la chaleur, la filière, pas pour tout, hein, elle peut avoir une complémentarité pour la production de chaleur par rapport à d'autres technologies plus connues. Merci Philippe, Adrien. Effectivement, la filière pyrogazéification peut adresser des gisements qui sont difficilement aussi valorisables par d'autres procédés de conversion. Et ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que dans le rapport effectivement de l'ADEME, nous avons quand même une répartition des gisements biomasse pour un usage en 2050, où on voit quand même la combustion de biomasse qui existe. On voit également la pyrogazéification. Et donc, la filière quand même existe même pour ces types de valorisation. Par rapport au mécanisme de soutien pour la chaleur décarbonée par pyrolyse et gazéification, nous pouvons dire que les projets intégrant des procédés de pyrogazéification devraient être éligibles au BCIAT et aux appels à projets chaufferie CSR, suivant un principe de neutralité technologique. Jusqu'à aujourd'hui, ces mécanismes de soutien ne sont pas enclenchés pour cette filière. Donc, le club, avec ses adhérents, essaie quand même de faire pousser les pouvoirs publics à reconnaître l'éligibilité de cette technologie et de ces projets
pour bénéficier au même titre que les autres filières technologiques de ces dispositifs de soutien. Par rapport à la filière cogénération, comme vous le savez presque tous, bien sûr, il n'y a pas de mécanisme de soutien actuel et par rapport et la PPE en 2018 a mis fin à tout ce qui est appel d'offres creux, biomasse. Donc le modèle possible seulement pour la valorisation cogénération reste quand même l'autoconsommation. Voilà. À nouveau, je m'inscris en faux. Le modèle n'est pas que l'autoconsommation. Au prix auquel est l'électricité sur le réseau aujourd'hui, il y a des modèles sur le marché libre qui tiennent très très bien. Ouais. La question, c'est leur finançabilité parce que on n'a pas forcément la visibilité long terme sur ce que seront les prix de l'électricité et ce qui resteront à ces niveaux-là. Ce qui est certain, c'est que quand on avait besoin de tarifs garantis avec un prix de l'électricité qui était en moyenne à 50-60, ça tient pas. Quand le prix moyen annuel il est au-delà de 200, ça tient très très bien. Hein. Il y a zéro problème pour faire des modèles qui soient viables économiquement, y compris en autoconsommation avec injection du surplus, y compris en vente sur le marché libre. Et l'intérêt de ces solutions-là, c'est qu'on va produire 8000 heures par an à équivalent pleine puissance. Si on met ça en opposition, enfin en comparaison avec de l'éolien ou du photovoltaïque, on est sur ce qu'on appelle une production base load, donc on produit en ruban. C'est quelque chose qui est beaucoup plus, un bien meilleur soutien au réseau que de l'électricité intermittente. Si je me permets de compléter, tu as parfaitement raison, Adrien, de préciser ces points. Là, le point que mentionnait Chourouk, c'était par rapport au soutien, aux mécanismes de soutien. Donc les mécanismes de soutien, effectivement, historiquement parlant, il y avait des appels d'offres creux biomasse pour produire notamment l'électricité ou en cogénération. La PPE 2018 y a mis fin. En revanche, il y a des possibilités en autoconsommation. Je crois que c'est uniquement pour les scieries de mémoire, mais voilà, c'est plus par rapport aux mécanismes de soutien où là, les modèles que tu mentionnes, Adrien, ce sont des modèles tout à fait pertinents dans le cadre de discussions en gré à gré, mais sans forcément de soutien explicite ou de tarif d'achat défini, quoi. Ouais, on est bien d'accord. Ah, merci. Je passe maintenant à la filière biocarburant avancé. Donc, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui et je voulais vous dire qu'effectivement, les procédés actuellement développés sont des procédés de gazéification suivis du procédé Fischer-Tropsch, ce qu'on appelle plus communément biomass to liquid. Donc, cette filière de production de biocarburant est définie tout simplement dans le cadre de biocarburants avancés d'après la RED 2. Et c'est la RED 2 qui cadre et fixe les objectifs de production de ces biocarburants. Donc, notamment, elle définit à la fois la notion de biocarburant avancé et de carburant à base de carbone recyclé. Donc, tout simplement, les biocarburants avancés sont produits à partir de biomasse signocellulosique ou de biomasse propre, et tout ce qui est carburant à base de carbone recyclé, c'est produit notamment à partir des déchets potentiellement des CSR et du plastique. Donc là, ce sont deux cadres différents. Et la filière a été quand même présentée lors du rapport de restitution de l'étude de l'ADEME, janvier 2022, en disant qu'effectivement, les biocarburants avancés, ce qu'on appelle les biocarburants deuxième génération, peuvent être produits par la gazéification. Et ce qu'on voulait dire aujourd'hui, c'est que à la fois les biocarburants avancés peuvent être produits par la gazéification, mais ce n'est pas que les procédés de gazéification qui vont produire tous les biocarburants avancés. Donc, c'est une part de cette production qui concerne la gazéification. Par contre, pour tout ce qui est biocarburants avancés à partir de CSR, pour produire des carburants à base de carbone recyclé, ça, par contre, c'est la filière gazéification seulement qui peut le produire. Par rapport aux différents gisements, donc là, je voulais un petit peu vous montrer les différents gisements qu'on peut mobiliser pour la production de biocarburants avancés et notamment par rapport à la production de CSR, ce sera tout simplement des carburants avec carbone recyclé. Par rapport à cette filière, on peut dire que la contribution est très variable selon les scénarios. Mais on peut partir de 5 TWh jusqu'à 30 TWh selon les scénarios. La pyrogazéification CSR n'a pas été représentée en scénario 3 de l'ADEME. Elle n'a été représentée qu'en scénario 2, par exemple. On peut dire que cette filière pourra alimenter la filière carburant d'aviation.
Et le plus important par rapport à l'utilisation de la filière gazéification pour production de biocarburants avancés, c'est qu'on évite les conflits d'usage avec des cultures alimentaires. Donc, il n'y a pas de par rapport au conflit des usages des sols. Donc là, tout simplement, on appelle carburant de deuxième génération parce qu'effectivement, on évite ce conflit-là. Donc, pour tout ce qui est volet réglementaire par rapport à la filière biocarburants avancés, bah, tout simplement, c'est aujourd'hui, on essaie quand même les coûts de production via un régime stable, donc avant la crise géopolitique qu'on vit actuellement, ne permettent pas l'existence de cette filière avec les carburants fossiles. Par contre, les coûts de production sont très compétitifs avec les autres filières de production de biocarburants. Ça, c'est quelque chose à noter. Je passe maintenant à la partie hydrogène vert. Donc, par rapport à la production d'hydrogène à partir de gazéification, ça a été évoqué tout à l'heure par Anthony. Donc, la pertinence de la production et de l'utilisation de la gazéification pour produire de l'hydrogène n'est pas très compétitif par rapport à ce qu'on appelle maintenant la production de masse. Donc, l'hydrogène, on veut le produire à grande échelle et c'est plutôt l'électrolyse qui est privilégiée pour cette production. Par contre, nous voulons quand même, le club travaille quand même sur le principe de neutralité parce qu'il y a une technologie qui nous permet de produire de l'hydrogène et pas que, parce que cet hydrogène peut être associé effectivement à la production du biochar qui est lui, comme ça a été qualifié par le GIEC, c'est un système qui produit un biochar et qui pourra être utilisé dans les sols, donc pour amendement de sol ou comme fertilisant, et en même temps pour la production de bioénergie, c'est quelque chose qui pourra apporter une grande atténuation au changement climatique quand on compare à l'utilisation seulement des bioénergies. Donc là, quand on est en train de coupler la production d'un vecteur énergétique ou d'une source d'énergie avec la production de biochar, c'est quelque chose qui permet d'atténuer le changement climatique plus que d'utiliser seulement ces vecteurs-là pour décarboner ou pour un usage industriel. Par rapport au mécanisme de soutien pour la filière hydrogène, donc nous pouvons dire que la pyrogazéification est éligible à l'appel à projet BRIC technologique et démonstrateur hydrogène, qui est lancé par l'ADEME et qui est toujours en cours jusqu'à décembre 2022. Donc, il y a également tout ce qui est ordonnance hydrogène 2021 qui introduit des appels d'offres et des soutiens CAPEX et OPEX aux unités de production d'hydrogène dit renouvelable et bas carbone. Par rapport à l'hydrogène renouvelable, nous avons à la fois l'électrolyse à partir d'électricité d'énergie renouvelable et ou autres technologies utilisant une source d'énergie renouvelable et n'entrant pas en conflit avec d'autres usages permettant leur valorisation. Donc là, effectivement, les procédés de gazéification peuvent s'insérer dans ce cadre-là. Par rapport à l'hydrogène bas carbone, c'est tout simplement limité à tout ce qui est électrolyse. Donc, produire aujourd'hui de l'hydrogène à partir de CSR, ce n'est pas encore défini dans cette ordonnance-là. Suite à cette présentation, j'arrive à la fin de mon intervention. Je voulais juste vous dire que si vous êtes intéressé pour revoir les différents webinaires qui parlent à la fois du potentiel des gisements, qui parlent des biocarburants, de la chaleur décarbonée, du méthane de synthèse, ils sont tout simplement en replay sur le site de la T2E, tout comme le sera ce webinaire-là. Je pense qu'on va consacrer un petit moment pour répondre aux questions et j'invite les différents intervenants à revenir. Alors, je reboucle un peu. Vous avez essayé de balayer pas mal de questions, mais il reste d'autres en suspens. Là, nous avons une question sur… Moi, je peux répondre à une question de Fatma Belguit. Et la température de l'eau, par exemple, que l'on peut récupérer sur une installation de pyrogazéification. Alors, on peut soit faire de la chaleur directement par combustion du gaz de synthèse. Donc là, on peut faire de la vapeur, de l'huile thermique, un peu ce qu'on veut. On peut mettre ensuite ce gaz de synthèse en cogénération. Et derrière la cogénération, on peut également avoir différents niveaux de température. Soit on met tout sur le même réseau et on va obtenir de l'eau aux alentours de 85-90 degrés. Soit on peut faire deux circuits en série, un premier circuit haute température où on va travailler sur de l'huile ou de la vapeur et un second en basse température qui sera également aux alentours de 85-90 degrés.
Qu'en est-il de l'injection des autres molécules d'intérêt du syngaz dans le réseau gaz, notamment H2? Là, je dirais Saïd, si tu peux répondre un petit peu. Vous m'entendez? Oui. Alors l'intérêt, disons que c'est plutôt, enfin la présence, enfin nous on aimerait plutôt avoir du méthane de synthèse, hein. C'est plutôt le méthane de synthèse qui nous intéresse. Alors après effectivement on peut avoir un peu d'hydrogène et justement on est en train de qualifier aujourd'hui les possibilités d'injection d'une petite part d'hydrogène, mais qui restera extrêmement limitée, hein. On sera vraiment sur moins de 2% d'hydrogène et uniquement sur certaines portions du réseau. Et si je peux compléter, oui, si je peux juste compléter, c'est qu'effectivement, par rapport à la filière hydrogène, il y a deux notions. Il y a le fait d'injecter un gaz de synthèse avec un pourcentage d'hydrogène, voilà, on mélange. Et le fait, il y a des études en ce moment qui sont faites par rapport à l'existence ou par rapport à des infrastructures purement hydrogène. Et ça, c'est un autre sujet. C'est quelque chose qui est en phase d'étude. Ce n'est pas encore concret, mais c'est quelque chose qui est en cours de réflexion. Ce sont deux sujets différents, il faut juste faire attention par rapport à ces notions-là. J'ajouterais assez volontiers que quand on va vers l'hydrogène de synthèse, on agglomère CO2, CO et H2 pour faire du CH4. Donc logiquement, enfin, il y a assez peu de chances qu'on choisisse cette voie-là d'aller vers l'H2 pour injecter dans les réseaux si on peut aller vers le CH4. Je rejoins tout à fait Saïd sur ce point, d'autant que l'H2 a quand même quelques petites contraintes. C'est très léger comme molécule, ça passe au travers du métal et ça le rend friable. C'est très compliqué à compresser. Voilà, donc il vaut mieux utiliser le vecteur CH4 que le vecteur H2 à chaque fois qu'on peut. Et Eric Fouillet qui indique là dans le chat qu'effectivement il y a des réseaux hydrogène qui seront créés d'ici 2030. Donc voilà, comme l'indiquait Choro, il y a deux thématiques, les traces d'hydrogène dans la production de méthane avec un seuil qui est en train d'être défini, et puis la production d'hydrogène dédiée 100% avec des réseaux dédiés. Il y a une autre question de Sébastien Boris qui nous dit comment sont gérés les profils de consommation discontinue avec des technologies. Et je vais à nouveau faire une réponse de Normand. Ça dépend si on parle de cogénération, si on parle de syngaz pour de la combustion. Nous, avec les technologies sur lesquelles on travaille, on est capable de s'arrêter la nuit et le week-end. C'est quand même pas trop prévu pour être honnête. C'est des process qui préfèrent tourner 7500 à 8000 heures par an. Donc c'est pas le mode préféré. Ceci dit, si on est sur de la cogénération, on peut tout à fait imaginer avoir de l'autoconsommation le jour et pendant que l'usine fonctionne et de la vente au réseau au marché libre pendant la nuit et le week-end. Donc ça dépend vraiment de la taille du projet, de est-ce qu'il est en gaz ou est-ce qu'il est en cogénération. Il n'y a pas de réponse monolithique à cette question. Pour compléter, juste on va compléter, sans parler d'arrêt, certains projets pour faire de la combustion préfèrent aller avec des technos de gazification parce que les variations de charge peuvent être parfois plus facilement absorbables que par d'autres technologies. Je sais que certains projets, c'était une des raisons des choix de la gazification. En sachant que notre approche avec des petits réacteurs modulaires fait qu'on peut faire varier la charge en allumant ou le réacteur, au-delà du fait qu'on peut, dans chaque réacteur, faire varier la charge. Donc, on arrive assez bien à coller au profil de consommation. Alors, méthane de synthèse dans les réseaux gaziers et réseaux dédiés à terme pour l'hydrogène. Donc, autant méthane de synthèse dans les réseaux gaziers, j'y crois. Autant hydrogène de synthèse, autant hydrogène dans les réseaux gaziers, ça va poser des problèmes pour comprimer et puis pour transporter la même fraction d'énergie dans le même tuyau, quoi. Si vous avez le même tuyau disponible, vous passez plus d'énergie au CH4 qu'à l'H2
pour des questions de densité de la molécule. Réseau dédié à l'H2 d'ici 2030, long terme. À moyen terme, irons-nous plutôt vers 2% max pour l'H2 résiduel dans les réseaux gaz? Là, c'est plus vous, Saïd, qui pouvez répondre. Moi, j'ai pas de. Oui, effectivement, on est plutôt sur une portion très faible d'hydrogène, comme en fait en résidu. Hein. C'est plutôt que d'éviter d'épurer le gaz produit, on autoriserait jusqu'à un pourcentage à définir, hein, mais la limite haute serait de l'ordre de 2% de maximum d'hydrogène injectable dans les réseaux et pas sur tout l'ensemble du réseau, essentiellement sur le réseau régional. Donc là, on est en train de mener des études et de toute façon, ça ne sera pas autorisé partout. Ça dépend des clients consommateurs qui sont situés en aval. Voilà, ça ne sera pas une définition unique. Ça dépendra de l'endroit où c'est injecté géographiquement. Et je rajoute juste un truc par rapport à ces 2%. Effectivement, il y a à la fois le réseau, il y a à la fois les usages. Donc, en fonction des usages, c'est effectivement la composition du méthane ou de ce méthane de synthèse qui pourrait effectivement poser problème, d'où un petit peu les notions d'épuration en amont avec des pourcentages bien ciblés au départ. En sachant qu'un méthane de synthèse, c'est du CH4 qui soit issu du biogaz, qui soit issu d'un gisement russe ou qui soit issu du méthane qui a été reconstitué par pyrogasification, la molécule c'est la même, c'est du CH4. C'est juste à l'endroit où on vient injecter dans le réseau, qu'est-ce qu'on tolère de garder comme impureté. Donc ça peut être du CO, du CO2, du H2, du N2, on a tout un tas de gaz dans le syngaz, et en fonction des différentes briques qu'on met, à mon sens, quand on va aller vers de l'injection, on va faire comme on demande en méta, c'est-à-dire d'avoir du CH4 à 99, quelque chose %. Et de toute façon, on va dans les procédés de transformation du syngaz vers le CH4, on va consommer l'H2 pour en faire du CH4 en l'agglomérant avec le CO et le CO2. Donc, je ne pense pas qu'on a de réel intérêt à aller essayer d'injecter de l'H2 dans les réseaux. Au-delà des problèmes de porosité des réseaux, au-delà des problèmes de compression, il y a également des problèmes d'usage. Ça se comporte pas de la même façon, le CH4 ou l'H2 quand on essaye de le mettre dans un moteur ou quand on essaye de le mettre dans une gazinière ou quand on essaye de le mettre dans une chaudière, ça travaille pas pareil, quoi. Et je compléterais juste en disant effectivement, il faut savoir que le méthane, le gaz qui est transporté par GRTgaz alimente des clients industriels qui l'utilisent comme matière première. Et donc, effectivement, ça peut être gênant d'avoir une certaine proportion d'hydrogène. Donc voilà, c'est en cours d'échange. Mais voilà, il faut effectivement regarder également la problématique de l'usage. Donc on arrive là au terme du webinaire. Je voudrais juste faire quelques mots de conclusion. Le titre du séminaire, c'était quelle est la place de la pyrolyse et gasification dans le mix énergétique français. Il y a encore 6-7 ans, la pyrolyse et gasification, personne n'en parlait ou quasiment pas. L'origine du club en 2014, c'est quelque chose quand même qui était très peu présent dans les textes. Hein. Voilà, il y a eu beaucoup de chemin de fait depuis. Voilà, on parle de pyrolyse et de gasification dans les différents scénarios, l'ADEME, Négawatt, EBA, etc. Donc c'est pas forcément la première place, mais c'est des gisements, quand on parle de dizaines de térawattheures, c'est des gisements absolument astronomiques. Voilà, il y a des premiers projets qui sortent, il y a des projets à l'international depuis longtemps, il y a des projets qui sortent en France. Il y a une réglementation qui peu à peu commence à se mettre en place avec les contrats d'expérimentation même. Il y a une question sur le sujet, hein. Ils ne sont pas encore applicables tout de suite, mais les choses avancent. Ce projet de loi sur l'accélération des ENR qui parle de pyrolyse et de gasification pour le bas carbone. Voilà, donc les choses avancent. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je pense que ce qu'on peut conclure aussi des différents scénarios, de ce qui a été présenté, c'est que la pyrolyse et la gasification par la porte, par la fenêtre, il y en aura.
parce qu'il y a des éléments pour la décarbonation, tout simplement, c'est pas faire autrement. On a besoin, par exemple, pour les carburants avancés, de la pyrolyse, de la gazéification. Pour les puits de carbone, pour le biochar, pour faire de biochar, c'est de la pyrolyse. Voilà, donc par rapport à il y aura besoin de ces technologies-là. Après, elles répondent à des tas de problématiques différentes en termes de ressources, en termes d'exutoire. Voilà, on a parlé de CH4, d'hydrogène, de carburant. Parfois, c'est pas forcément évident de savoir précisément là où on sera le plus pertinent. Le contexte actuel avec le gaz russe et les problématiques d'électricité font que des logiques d'autoconsommation ou de PPA dont on ne pouvait pas parler il y a encore 2 ans viennent sur la table et paraissent pertinentes. Je crois que la force principale de la pyrolyse de la gazéification, c'est d'être complémentaire par rapport aux autres voies de valorisation, d'offrir des exutoires à des ressources qu'on utilise mal, peut-être de boucher les trous, mais les trous, il y en a beaucoup. On s'aperçoit en pratique qu'on étudie des choses que plus ça va, plus c'est quand même pas mal. Ça permet de répondre à beaucoup de problématiques. Donc, il y aura une place dans la filière. Les chiffres qu'on a vus dans le mix énergétique, c'est certain. Ça va peut-être demander encore pour le cadre réglementaire un petit peu de temps, mais c'est en train de venir. Les pouvoirs publics en prennent conscience petit à petit. Est-ce qu'on sera plus présent dans la chaleur, dans le méthane, dans l'hydrogène, etc. C'est encore difficile à dire parce que bien malin qui dira à quoi ressemblera notre cadre énergétique dans quelques années. L'actualité nous le montre, mais c'est certain, cette filière est amenée à un avenir conséquent. Donc voilà. Je voudrais remercier tous les intervenants là du jour, Adrien, Saïd, Anthony, Chourouk pour leur intervention. Vous remercie aussi tous les participants. Voilà, vous êtes tous invités à venir rejoindre le club Pyro, les différentes GT. Voilà, ces résultats qu'on voit en quelques années, c'est aussi grâce au. Voilà, c'est pas arrivé tout seul. Hein. C'est beaucoup de travail qui a été fait derrière par les uns et les autres, d'implication. Voilà, donc n'hésitez pas à appeler Chourouk pour venir nous rejoindre. On sera ravis de vous accueillir pour travailler à une place encore plus importante de la filière dans ce mix énergétique. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt.